Bonjour à tous, bienvenue à notre webinar sur la partie Global Search. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Jean-Baptiste et John. Je suis Jérôme Audry, le CRO du groupe Data Awards et je suis ravi d'être avec vous.
Bonjour à tous, Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Cumin, International Business Partner dans le groupe DataWords et plus particulièrement dans l'agence Vanxen. Bonjour, et de mon côté, je suis Jonathan. Donc, moi, je suis le directeur SEO dans le groupe DataWords, dans le métier depuis 20 ans et dans le groupe depuis 19 ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une rapide introduction sur le groupe DataWords et qui va vous expliquer pourquoi ce sujet Global Search nous intéresse particulièrement. Chez DataWords, on croit en la beauté des nuances. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'adresse particulièrement aux différentes communautés, aux différents pays, aux différents touchpoints sur lesquels les consommateurs vont faire des recherches. Et comme on connecte les marques au monde, on essaie de le faire plus rapidement, plus intelligemment, avec plus de fiabilité, tout en orchestrant deux éléments très importants pour nous, l'IA et l'intelligence humaine ou émotionnelle, pour délivrer tout type de contenu en 24/7, où vos consommateurs vont se connecter et vous rechercher. Donc, la visibilité, aujourd'hui, n'a plus de frontières et surtout en termes de plateforme. Vos utilisateurs vont vous chercher partout sur un écosystème très fragmenté. L'IA répond parfois à leur place, parfois non, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les silos que vous pouvez créer au sein de vos organisations sont ceux qui vous rendent invisibles et silencieux. Alors, creusons un peu ce gap qu'on a. Jean-Baptiste, tu peux nous en dire plus? Oui, tout d'abord, je vais vous parler du fossé. Je ne vais pas vous parler d'un fossé technologique. Je ne vais pas vous parler non plus d'un fossé entre vous et vos concurrents. Je ne vais pas vous parler du fossé qui existe entre vos équipes qui mesurent certaines choses et le comportement réel des utilisateurs dans un écosystème, comme le disait Jérôme, très fragmenté. Je voudrais qu'on s'arrête sur un chiffre assez important, assez étonnant. Aujourd'hui, il y a 30% de votre audience qui vous cherche sur Google. Et du coup, la question que vous vous posez sans doute, c'est qu'est-ce que font les autres 70%? On commence à avoir des réponses assez claires aujourd'hui. Il y a 25% de l'audience qui vous cherche au travers des IA génératives, donc ChatGPT, Perplexity, Anthropic, Gemini, et également toutes les IA overview que génère Google dans la SERP tout de suite après les questions que vous avez formulées dans son moteur de recherche. Le deuxième, c'est 20% sur ce qu'on appelle le social search. Qu'est-ce que c'est que le social search? Ce sont les différents touchpoints de l'écosystème social, donc TikTok, YouTube, Instagram, Pinterest, mais aussi des écosystèmes, disons, exotiques comme Xiaohongshu. Alors Xiaohongshu, pour ceux qui ne savent pas, c'est Little Red Book en Chine. Et également 15% de cette audience aujourd'hui cherche dans les différentes communautés. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous avez certainement vu aujourd'hui, quand vous faites des recherches dans Google, que Reddit fait partie des premières réponses qui remontent, mais également sur Discord, sur différents forums, sur des plateformes de niche, sur des sites de review comme Trustpilot par exemple, comme Glassdoor ou d'autres sites de review. Et enfin, 10% des recherches sont sur des plateformes locales. Alors, ces plateformes locales, vous pouvez avoir Naver en Corée, mais aussi WhatsApp Group, plus particulièrement en Inde et au Brésil, Mercado Libre en Amérique latine et ShareChat. Et finalement, ce qu'on constate ici, c'est que chaque plateforme, chaque canal fonctionne différemment selon les marchés. Quand on dit qu'il fonctionne différemment, c'est que les contenus, la manière d'adresser, les usages sont différents, les formats sont différents. Pour que les IA vous citent, il faut faire des choses qui sont différentes sur l'ensemble de ces moteurs pour avoir de la visibilité dans les LLM. Et c'est un peu ça le défi aujourd'hui, c'est d'arriver à adresser l'ensemble de ces touchpoints pour gagner en visibilité globale et également pour émerger dans les LLM. Un autre point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est qu'aujourd'hui, vos équipes, elles mesurent certainement 30%
de ce qui se passe sur Google, mais elle ne mesure pas ce qui va se passer dans les IA génératives, dans le social search, dans les communautés, dans les plateformes locales. Donc finalement, vous avez une vision assez parcellaire de ce qui se passe au global dans un écosystème digital qui est en train de changer, notamment dans la mesure et dans ce que peuvent vous apporter vos équipes. Il y a quelque chose aussi d'assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans les questions qu'on peut nous poser ou dans des questions que vous avez certainement eues dans vos réunions ou même des questions auxquelles vous avez certainement dû répondre, c'est pourquoi mon site génère-t-il moins de trafic organique alors que vous avez doublé vos budgets? Pourquoi mon click-through rate sur Google chute malgré des impressions qui sont en hausse? Pourquoi mes concurrents apparaissent dans ChatGPT et puis moi, je n'apparais pas, je suis invisible? Pourquoi cette Gen Z, cette fameuse Gen Z qui revient tout le temps, elle ne me trouve plus sur Instagram ou sur TikTok? Pourquoi mon contenu performe en France et disparaît en Inde? La réponse à ça, et vous inquiétez pas, votre audience, elle n'a pas disparu, elle s'est simplement fragmentée, c'est ce qu'on voyait dans la slide précédente. Les comportements ont évolué et la recherche a évolué. Auparavant, vous étiez sur Google, vous étiez visible, vous étiez cliqué et on atterrissait sur votre site. Aujourd'hui, eh bien, c'est pas suffisant. Et encore une fois, la réponse à toutes ces questions, vous n'allez pas la trouver simplement dans vos outils SEO traditionnels. Aujourd'hui, il faut une multiplicité d'outils pour comprendre et pour être en mesure de répondre à ces 5 différentes questions. Et comme je le disais, les comportements utilisateurs ont évolué, ont changé, et il est important d'avoir une vision holistique de ce qui se passe dans un écosystème digital mouvant et de plus en plus mouvant au quotidien. Quand on parle d'écosystème digital et de mouvance, on parle de parcours aussi digitaux qui sont très fragmentés eux-mêmes. On va avoir un utilisateur qui va découvrir une trend sur différentes social platforms, que ce soit du YouTube, du TikTok, qui va se renseigner sur Reddit pour aller chercher des vrais avis, qui va ensuite poser des questions à une IA, qui va vérifier l'information sur à nouveau différents points de contact et qui va finir par acheter sur Amazon ou sur une autre plateforme e-commerce. C'est un exemple de parcours d'achat parmi une infinité de parcours d'achat. Et ce parcours, il est très circulaire, c'est-à-dire qu'il peut démarrer sur Amazon et se compléter sur une IA ou autre. C'est vraiment une infinité de possibilités. Néanmoins, on a différents canaux et différents points de contact sur lesquels il faut être présent et visible. Si votre marque n'est présente que sur 1 ou 2 points de contact parmi l'ensemble de l'écosystème, vous allez disparaître à un moment dans le parcours d'achat et donc potentiellement perdre une opportunité de finir la vente. Et aujourd'hui, ce qu'on constate aussi chez bon nombre de nos clients, c'est que vos contenus répondent finalement à des questions que personne ne pose. Alors, c'est un peu brut posé comme ça, mais c'est vrai que dans une logique aujourd'hui marketing, dans une logique social media, dans une logique un peu plus technique SEO, dans une logique de dispositif créatif, on rentre toujours par un problème métier. Et on est vraiment dans une logique top-down. Aujourd'hui, l'évolution de la recherche, comme vous le savez, est devenue conversationnelle. Et du coup, ce qu'on cherche à mettre en place, ce sont des logiques beaucoup plus bottom-up, où on va partir des problèmes des utilisateurs qu'on va pouvoir trouver sur différentes plateformes qui sont nommés, qui sont écrits, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir détecter des opportunités. Et ces opportunités, elles se retrouvent finalement dans la manière dont vous allez adresser vos contenus. Aujourd'hui, les utilisateurs recherchent des choses
très spécifiques. Par exemple, quel est le meilleur shampoing pour ma chute de cheveux? Est-ce que le fluoride, c'est quelque chose qui est safe? Qu'est-ce qui marche pour le traitement de ma couleur dans mes cheveux? Et finalement, ce que vous mettez en place, c'est souvent des pages produits avec peu de profondeur éditoriale, un storytelling de marque pour essayer de générer du brand love, mais finalement, vous ne répondez pas exactement aux questions des utilisateurs. Vous utilisez souvent un vocabulaire très métier et pas forcément un vocabulaire utilisateur. Ce fossé, c'est pas une erreur stratégique, c'est finalement, et c'est ce qu'on disait en préambule, c'est la conséquence directe de la structure de votre organisation en silo. Je l'ai évoqué précédemment, vous avez des équipes SEO, vous avez des équipes contenu, vous avez des équipes marketing, vous avez des équipes e-commerce. Et parfois, vous ne travaillez pas super bien ensemble. Et de ce fait, ce qui se passe, c'est que les LLM, aujourd'hui, elles vont agréger, elles vont faire des synthèses de réponses et elles vont agréger du contenu avec toutes les sources qu'elles peuvent trouver sur les digitales et pas forcément vos sources, vos propres sources. Et du coup, dans cet écosystème et dans cette nouvelle manière de générer des réponses, si vous n'adressez pas correctement les besoins utilisateurs, eh bien, vous devenez invisible et il est important aujourd'hui de retravailler et d'orchestrer un contenu qui soit homogène et en même temps qui réponde aux besoins de chaque plateforme sur lesquelles vos clients, vos prospects vous cherchent. Alors, on le disait, les silos sont ce qui vous tue en termes de visibilité, ce qui veut dire que vos équipes, on va dire indépendamment les unes des autres, travaillent plutôt bien, mais c'est l'unification, on va dire, du message et de ces différents points de contact qui fait la différence. C'est la consistance dans laquelle vous allez adresser les différents points de contact qui aussi vous permettra de gagner en visibilité, et c'est aussi celle qui vous permettra d'économiser en termes de budget pour ne pas faire ou refaire toujours plus, mais de manière très fragmentée. Donc, l'idée derrière, c'est comment on réduit ces silos et comment on va avoir une visibilité complète de ce qui se passe pour pouvoir adresser de manière très pertinente les différents points de contact. Ce qui se passe en termes de contenu et de visibilité, c'est que par le passé, on répondait ou on y allait de manière très simple sur du search, on va dire assez traditionnel, qui nous donnait un ensemble de mots-clés qu'on adressait et ça nous permettait de faire remonter en termes de visibilité. Aujourd'hui, c'est une logique, on va dire, de contenu qui doit s'adapter aux consommateurs et c'est vraiment cette centricité en termes de consommateurs en fonction des canaux qu'on va vouloir adresser qui est la clé pour rendre visible votre marque auprès de vos audiences. Donc, vous devez travailler vraiment sur cette approche consumer-centric et comprendre comment les consommateurs vont agir et vont vous chercher. Donc, c'est une adaptation quelque part à un écosystème qui évolue lui-même. Pour avancer, on va regarder quelques cas, John. Je te laisse nous les présenter. C'est ça, merci. Donc du coup, tout ce qu'on vient de raconter, on va l'illustrer à travers 3 cas. 3 cas de nos clients qui travaillent dans différents secteurs, tous différents, 3 marques différentes, mais in fine un même constat structurel. Le premier cas, un client dans l'horlogerie de luxe où on a monitoré tout un panel de prompts sur des prompts génériques, sur des prompts marques pour aller analyser la visibilité sur les moteurs d'intelligence artificielle. Donc ChatGPT, donc Gemini, donc Perplexity, donc AI Overview, pour voir un petit peu comment il se positionnait lui-même et aussi face à la concurrence. Ici, on a 2 constats. Le premier constat, c'est que sur l'ensemble des prompts, on a 8,2% de part de voix. Ce qui est déjà bien. On a une visibilité qui existe, on a une visibilité qui est naissante. Donc, on est présent. Maintenant, quand on se compare à la concurrence, on voit que le leader dans le secteur a quand même 42% de part de voix. Et on s'est rendu compte aussi que les concurrents, malgré tout, étaient devant. Donc, sur tout ce qui est tous les prompts autour de l'horlogerie de luxe, les montres de luxe, etc. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà qu'il y a une opportunité de progression. On peut aller chercher, on a un boulevard devant nous pour mettre en place du contenu, pour mettre en place des choses qui vont nous permettre d'aller grappiller des parts de marché. Cette étude, qu'est-ce qu'elle nous a permis aussi de voir?
c'est que sur certains prompts, sur l'ensemble des prompts qui ont été monitorés, on a vu que le deuxième site qui était le plus cité, la deuxième source qui était la plus citée, était Alibaba. Alibaba, pourquoi ça pose souci? Premièrement, c'est un site qui n'a pas très bonne réputation. Deuxième chose, c'est qu'il est souvent associé à tout ce qui est contrefaçon. Donc ici, on n'a pas vraiment un problème de visibilité, mais plus un problème d'association de marque. Et pourquoi? Parce qu'on a une visibilité qui est empruntée. On ne maîtrise pas son discours, on ne maîtrise pas où est-ce qu'on va être visible, comment on va être visible et avec quel narratif. Ça veut dire que si demain on arrête de parler de nous, on disparaît complètement. Et souvent, ce que nos marques font, c'est qu'ils vont se concentrer sur leurs produits. On va rédiger beaucoup de contenu autour du produit, mais on va négliger tout l'aspect éditorial, tout l'aspect sur comment mettre une montre, quelle est la valeur résiduelle d'une montre, etc. Donc, toutes ces questions-là que peuvent poser les internautes, que posent les internautes, et donc, si on n'a pas ces contenus-là, les autres personnes vont prendre la place, notamment Alibaba, en créant des guides d'achat, en créant beaucoup de landing pages qui va répondre justement à ces problématiques. Et donc, l'IA va les citer à la place de la marque. Merci John. Je vais attaquer sur un second cas dans la grande consommation. C'est un cas de notre client Colgate. Et ce cas, il est assez intéressant puisque nous, ce qu'on cherche à faire, comme on le disait précédemment, c'est d'avoir une logique beaucoup plus bottom-up. Bottom-up, ça veut dire comprendre les besoins des utilisateurs. Dans la méthodologie que John va vous présenter un peu plus tard dans ce webinaire, vous verrez que le social listening est un élément fort de cette méthodologie. Et dans le cas de Colgate, notre client est arrivé avec tout un tas de topics qu'il fallait adresser, qu'il fallait auditer, voir s'il y avait une vraie résonance auprès des utilisateurs. Et dans le cadre du social listening que nous avons réalisé, on a détecté un signal, le fluoride. Donc le fluoride, il faut savoir que c'est plus de 280 000 mentions sur l'open web, que c'est une recherche qui représente environ 6,7 millions de recherches et une croissance annuelle de plus de 38% sur ce topic. Si je le compare à un autre sujet PFAS, eh bien, on se dit qu'avec ces métriques, il y a un vrai sujet qui est en train de pointer le bout de son nez. Et c'est là où finalement où la bascule narrative est en train de se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sujet comme celui-ci, ça va être potentiellement, on va voir apparaître un début de crise, ça va devenir mainstream et puis ça va devenir un sujet de véritable santé, comme a pu l'être PFAS il y a quelques années. Et quand on regarde de plus près ce cas fluoride, on voit aujourd'hui qu'il représente exactement, plus ou moins le même volume que le sujet du whitening. En revanche, il y a deux fois moins de contenu pour adresser ce sujet. Donc, il y a une vraie bataille narrative qui va se faire autour de ce sujet, puisqu'il y a 2,8 millions de mentions qui considèrent le fluoride comme un agent chimique. Et dans ces considérations-là, Colgate est visible à hauteur de 57 à 72%, mais en même temps, il est concurrencé par des experts, par des cliniques, par des médecins, par des dentistes. Et du coup, cette bataille narrative, il doit reprendre le pouvoir là-dessus, parce que la plupart de leurs produits, aujourd'hui, intègrent du fluoride. Et du coup, la réponse qu'on a réussi à faire, grâce à notre méthodologie qu'on vous montrera un peu plus tard, c'est comment créer du contenu pour répondre à cette crise naissante. Donc, sans qu'elle le devienne, et ça, on le verra un peu plus tard, c'est être en capacité, et grâce aussi aux agents IA que nous avons pu construire, d'avoir un contenu master qui soit géo friendly et versus une approche semi-manuelle qu'on aurait pu mettre en place et qui aurait nécessité 4 semaines pour créer du contenu. En 1 heure, modulo bien sûr les allers-retours, on a pu produire 5 articles produits sur différents marchés et ce master a pu être décliné sur l'ensemble des touchpoints dans leur écosystème owned.
Un dernier cas qui est intéressant pour parler un peu plus d'international. Il s'agit ici de L'Oréal sur la division professionnelle, où on va aussi chercher, via toujours ce social listening, à comprendre qu'est-ce qui se passe culturellement sur les différents pays et sur les différentes plateformes pour pouvoir adresser les thématiques avec leur spécificité à la fois locale et leur spécificité, on va dire, culturelle. Il faut savoir que, par exemple, plus de 99% des recherches en France sont non brandées. L'utilisateur va toujours chercher une réponse à son problème et il ne va pas chercher forcément une marque. Ces usages vont être différents d'un pays à l'autre et la réponse surtout va être différente, ou la recherche de réponse va être différente d'un pays à un autre. Et donc, le social listening va nous permettre de détecter que sur le US et le UK, on va chercher plutôt une réponse avec des claims très forts, une liste d'ingrédients assez profonde. On va avoir une recherche très scientifique. En France, on va être beaucoup plus prudent. On va éviter la partie surtraitement. On va vouloir une promesse qui est plus douce. Et ces behaviors culturels vont être encore différents en Allemagne, au Brésil ou en Inde. Donc, chacun des top pays, grâce au social listening, va avoir sa propre approche, on va dire, sémantique sur la réponse. Et pour mieux ressortir, ou pour ressortir avec la bonne réponse pour le consommateur, il va falloir aussi adapter ces réponses-là en fonction des marchés. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour adresser tout ça aujourd'hui, et avant d'adresser tout ça et avant de rentrer dans la méthodologie, on vous a parlé de ce qui se passe maintenant, mais je voudrais également vous donner une vision un peu plus projective de ce qui va se passer. On vous a parlé donc du Global Search, aujourd'hui que la recherche, elle est démultipliée finalement par le nombre de touchpoints existants. On peut constater que certaines marques y sont allées très rapidement, que d'autres n'y sont pas. Et dans ce paysage qui est en train de se créer sur de la visibilité dans les LLM, c'est un premier élément, une première façon dont les usages en termes de recherche sont en train de changer. Mais ce qui se joue ici, c'est surtout l'avenir. Demain, dans les LLM, grâce aux agents e-commerce, l'agentique commerce, vous allez être en mesure, et votre audience, vos utilisateurs vont être en mesure d'acheter à travers les différentes mires, que ce soit celle de GPT, que ce soit celle de Gemini, que ce soit Perplexity, Anthropic, et toutes celles que vous pouvez connaître. Et en fait, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à être visible dans ces LLM, ce dont vous allez vous couper demain, c'est un nouveau touchpoint de conversion. Et pour être demain dans ce touchpoint de conversion, il faut arriver à nourrir la base de connaissances de ces LLM. Avec du contenu différent sur l'ensemble de vos touchpoints, pour que demain, quand l'IA va faire une synthèse, va recommander des produits, vous puissiez être présent, vous puissiez être acheté. Parce que finalement, déjà aujourd'hui, l'IA décide à la place du consommateur sur ce qu'elle va reconnaître. Elle va décider sur ce qu'elle connaît de vous. Et si vous n'adressez pas du contenu dans cet espace de visibilité, dans ce nouvel espace de recherche, vous êtes invisible, et demain, vous êtes invisible sur un canal transactionnel. Si on revient un petit peu en arrière sur une timeline pour vous raconter un peu comment on en est arrivé là, finalement, dans l'ère du search qu'on connaît depuis 20-25 ans, c'était assez simple. Vous aviez le SEO, vous aviez des mots-clés. Du coup, le consommateur faisait une recherche dans Google. Il vous trouvait dans les petits liens bleus ou dans les liens sponsorisés. Il évaluait plutôt sur la première page de Google. Et puis, en fonction des réponses formulées, vous alliez sur le site. Et pour ce faire, donc c'était une bataille de visibilité, générer du trafic vers votre site. Et aujourd'hui, c'est encore l'essentiel des budgets que vous dépensez. Depuis 2024, on est passé à l'ère de l'AI Search. Du coup, le consommateur maintenant pose une question à l'IA. L'IA, elle répond en faisant une synthèse des sites qui ont une certaine autorité et pas nécessairement vos propres sources, et le consommateur décide. Je le disais précédemment, et si vous n'êtes pas cité, vous êtes invisible dans la réponse et vous êtes absent des conversations.
demain, l'agent, le consommateur va déléguer à l'IA sa recherche, l'agent va être amené à comparer, il va recommander et parfois même il va acheter et le consommateur n'aura plus qu'à approuver. Donc il va acheter vos produits sans même avoir été dans votre écosystème. Et donc c'est là tout l'intérêt de travailler votre visibilité pour être présent, pour reprendre la main sur les conversations. Sinon, encore une fois, vous allez devenir invisible. Alors maintenant qu'on a vu les problèmes, on va voir les solutions. Et donc, notre réponse stratégique chez DataWords à cette problématique. Aujourd'hui, il faut casser les silos. On voit trop souvent, et on l'a dit en introduction, nos marques qui travaillent d'un côté avec une agence SEO qui fait très bien son travail, d'un autre côté avec une agence ou une équipe qui va travailler son e-réputation, une agence qui va travailler son contenu, une agence qui va travailler les réseaux sociaux. Et en fait, personne ne se parle. Et ici, chez DataWorks, on a la chance d'avoir toutes ces expertises sous le même toit, avec des experts qui échangent, qui travaillent au quotidien ensemble. Et en fait, la solution, c'est de désiloter tout ça. Surtout aujourd'hui, avec tous ces changements, ce paradigme, il faut unifier la découverte, il faut agir sur chacun des signaux, chacun des touch points pour toucher les internautes dans le parcours d'achat. Et pour cela, il faut partir de l'utilisateur. Ça aussi, on l'a dit, trop souvent, on part de ce que la marque veut dire, du discours de la marque, alors qu'il faut partir plus du bottom-up et partir de ce que l'utilisateur recherche, des besoins, des enjeux, des recherches et remettre l'utilisateur au centre de tout ça. Et pour ça, on a 5 étapes. 1, on va écouter, derrière, on va auditer, on va structurer, on va produire et enfin, on va monitorer. Quand je parle d'écouter, on va écouter, encore une fois, à l'aide du social listening, à l'aide du SEO, des signaux faibles, détecter des signaux faibles, détecter des tendances et comprendre ce que les internautes recherchent, comprendre les intentions de recherche et même les intentions utilisateurs. Par intention utilisateur, je vais même aller plus loin en parlant de format, en parlant de canaux d'expression. On va identifier les thématiques. Quelles sont les thématiques qui sont les plus porteuses? Où est-ce qu'il y a de la recherche? Et où est-ce que l'internaute s'exprime au final? Parce qu'on ne va pas s'exprimer de la même manière sur un TikTok que sur un YouTube et on ne va pas rechercher de la même manière non plus sur Google. On va auditer. Donc, une fois qu'on sait où l'internaute s'exprime, on va aller auditer la présence de la marque. Est-ce que la marque répond aux besoins de l'internaute là où il effectue du coup ses recherches. On va identifier aussi comment se positionnent les concurrents. Est-ce qu'il y a des gaps? Pourquoi? Est-ce qu'on répond avec les bons contenus aux bons endroits? Derrière, une fois qu'on sait où agir, il va falloir se structurer. Il va falloir monter une équipe, il va falloir utiliser les bons outils, il va falloir mettre en place une gouvernance pour pouvoir répondre à ces besoins. Et enfin, on va pouvoir produire. Donc, produire du contenu éditorial, produire du contenu brandé, produire du contenu sur ses fiches produits, sur son site internet, mais aussi au-delà de son site internet. Encore une fois, la recherche, on l'a vu, c'est 30% depuis Google. Le reste de la recherche, 70%, s'effectue ailleurs. Donc, il va falloir aussi déployer ces contenus sur les différentes plateformes. Et enfin, monitorer. Donc, c'est bien beau, on lance plein d'actions, mais derrière, il va falloir monitorer si ça fonctionne. Il va falloir agir aussi en temps réel. Donc, on va mettre en place un monitoring, on le verra tout à l'heure, qui est centralisé. Donc, ce n'est pas un monitoring qui est que SEO, ce n'est pas un monitoring qui est que social listening. L'important est de croiser les données, les thématiques aussi avec les canaux, on le verra, pour avoir vraiment une vue holistique, une vue globale. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de One Search et de Global Search ici dans toutes les prestations qu'on recommande. Tout commence par écouter. Donc l'écoute digitale, encore une fois, l'écoute des signaux faibles pour définir les territoires d'expression, définir les thématiques clés et aussi les sujets à risque. Quelles sont les préoccupations des internautes? Parce que tout ça va être une mine d'or pour derrière aller rédiger nos contenus éditoriaux pour répondre à toutes ces problématiques. Il faut aussi faire la part des choses entre les contenus qui sont authentiques et tous les contenus qui vont être spammés, qui vont faire du bruit, mais qui au final ne vont pas être intéressants.
Dans le luxe aussi, ce qui est important, et c'est aussi tous les enjeux et les discussions qu'on a avec nos clients, c'est le vocabulaire à utiliser, donc les termes qui sont réellement recherchés par les internautes par rapport au jargon des marques et souvent au jargon du luxe où attention, on ne dit pas ci, on dit plutôt ça, ou ben, c'est toujours une histoire de compromis, mais on arrive toujours derrière à avoir de la performance. L'usage spécifique des plateformes, voilà, encore une fois, on ne fait pas les mêmes recherches, on n'a pas les mêmes besoins sur telle ou telle plateforme, sur tel ou tel canal. Et point important aussi qu'on néglige souvent, c'est les variances locales. Donc, tout ce qui va être nuance locale, tout ce qui va être, et je ne parle pas que du contenu. Alors oui, le contenu, il va devoir être rédigé de manière différente. Ce n'est pas une simple traduction comme beaucoup peuvent faire. Ici, on parle plus de localisation, donc utiliser les bons mots-clés dans les textes, utiliser les bons termes, et même au-delà du contenu, ça peut aller jusqu'à une couleur, une image, un format qu'il va falloir adapter aux différents usages de tous les pays. Et donc, on va moins partir de ce que les marques veulent dire, mais plus vraiment de répondre à l'ensemble de la recherche qui est effectuée. Auditer, donc la seconde étape, qu'est-ce qu'on va auditer? On va auditer la performance. Donc, on va se comparer systématiquement avec la concurrence pour voir aussi où sont les gaps et où est-ce qu'il faut progresser. Donc, la performance SEO, donc ici, on va regarder comment on se positionne dans les moteurs de recherche traditionnels sur une base de mots-clés avec les volumes de recherche que tous les outils peuvent nous fournir et différents KPI. Donc, le taux de positionnement, le trafic estimé, le taux de clic, les impressions, etc. Et ensuite, on va regarder aussi la concurrence pour les KPI qu'on peut comparer et voir en termes de positionnement où est-ce qu'on peut progresser, comment les concurrents s'expriment. Sur mon étude de mots-clés, où est-ce que j'ai des trous, quelle thématique je devrais plus pousser. Et en parallèle, on va aussi aller auditer notre visibilité sociale. Regarder la concurrence, regarder si les réseaux sociaux sont optimisés, regarder si les posts sont optimisés, regarder si on a les bons hashtags, regarder si on a les bons formats. Voilà, sur YouTube, je ne vais pas aller dans le détail, mais si on a des playlists, si on a un chapitrage, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et surtout, voir si on a les bons contenus à disposition sur ces plateformes-là pour répondre aux besoins des internautes. Visibilité IA, donc là, sur un panel de prompts plus ou moins large selon le besoin, aller auditer à quel point on est mentionné dans les réponses, à quel point on est visible, à quel point la concurrence est visible et où est-ce qu'on doit travailler. Et on l'a vu, JB vous l'a expliqué aussi précédemment, demain, les IA, elles vont acheter à votre place. Si vous n'êtes pas visible dans ces IA aujourd'hui, ni demain, vous sortez du parcours d'achat et c'est autant de business qui s'envolent pour vous. La visibilité dans les sites de review. Les sites de review, très important, que ça soit positionné dans Google avec du Reddit, avec du Trustpilot, avec du avis vérifié, etc. Mais on voit aussi que les IA, il y a beaucoup de questions sur des avis sur des produits, sur des avis sur des marques. Même si on souhaite être embauché dans une entreprise, on va chercher des avis de collaborateurs, etc. Les IA sont très friands d'aller rechercher des réponses directement dans Trustpilot, d'aller chercher des réponses directement dans Reddit. Donc vraiment, il faut aussi aller auditer. Est-ce que vous avez la main sur votre profil Trustpilot? Est-ce que vous pouvez répondre aux commentaires? Est-ce que vous pouvez agir directement dessus? Parce que c'est quelque chose qui est très utilisé par les IA et donc par les internautes. La visibilité sur les marketplaces. Voilà, vous êtes vendeur, est-ce que sur le e-retail, vous êtes bon? Comment vous positionnez? Comment se positionne la concurrence? Est-ce que vous avez des produits sur Amazon? Est-ce que vous suivez les guidelines Amazon, etc. Donc tout ça, on va écouter, on va auditer et on va voir à quel point vous êtes présent dessus. Et au global, bien sûr, sur votre site internet, auditez techniquement votre écosystème. On en revient toujours aux mêmes choses. Est-ce que votre site est crawlable? Est-ce que votre site est indexable? Est-ce que vous utilisez du JavaScript ou non? Voilà, il y a plein de choses qu'il faut regarder aussi à ce niveau-là. Toute cette analyse, une fois qu'on sait qu'est-ce qui est recherché où et où est-ce que vous êtes présent ou absent, ça va nous permettre de délivrer une visibilité map. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on va croiser vos différentes thématiques, vos différents objectifs à l'ensemble des canaux pour voir où est-ce que vous êtes présent, où est-ce que vous êtes moyennement présent et où est-ce que vous êtes tout simplement absent. Voilà, sur une thématique, on va pouvoir être très bien sur Google, par contre moyen sur les IA et
complètement invisible sur le local. Une autre thématique, on va être aussi très bon sur Google, mais par contre, sur les IA génératives, on va être totalement absent et absent ailleurs. Donc, ça va nous permettre de voir où il faut mettre le poids du corps, définir des priorités et définir une équipe et agir directement là où ça va fonctionner et là où il y a le plus grand gap. Structurer. Donc ici, l'objectif, c'est d'avoir une feuille de route, une roadmap qui est claire pour des actions à court terme et à moyen terme. Donc, on va parler de stratégie éditoriale. Quel contenu il faut produire, avec quel niveau de profondeur, avec quelle longueur, avec quel narratif qu'on veut mettre en avant, quel ton utiliser. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir penser rapidement pour pouvoir agir et déployer sa stratégie. On va aussi réfléchir à l'écosystème cible de par l'audit et de par l'écoute du web pour savoir sur quel canal agir en priorité. La stratégie de moyens, savoir quels outils on va mettre en place, quels experts on va mandater pour agir sur les différents touchpoints. Et j'en parlais, la stratégie de localisation très importante d'adapter son contenu aux utilisateurs et aux nuances locales pour que ça fonctionne au mieux. L'important, c'est d'être pertinent localement et performant globalement. Et pour tout ça, on va mettre en place un workflow de production. Encore une fois, quelle équipe, comment on va arriver à mettre en place tout ça et donc définir une gouvernance. On va produire. Donc, on va produire quoi? On va délivrer des guidelines, on va produire des audits techniques, on va produire des recommandations, on va corriger tout ce qu'on peut, mais on va aussi produire du contenu. Le contenu qui va rester au centre de la recommandation. Et pour ça, on va travailler sur un master content, donc un contenu master qui va être optimisé pour le GEO, qui va être optimisé pour le SEO, avec tout le respect des guidelines. Donc, un contenu sous format conversationnel, questions-réponses, avec directement la réponse en début de texte, ajouter une table des matières, travailler des questions, prévoir des FAQ sur chacune des questions, etc. Donc, vraiment un contenu performant. Et une fois qu'on a ce contenu master, on va travailler, pourquoi pas, avec des agents d'IA avec lesquels on travaille quotidiennement, qui sont entraînés, qui ont déjà une base de connaissances sociales et qui vont pouvoir, à partir de son contenu master, aller prendre les informations et les décliner pour les différentes plateformes et les adapter. Parce qu'on, je l'ai encore dit, on ne communique pas de la même façon sur un TikTok que sur un Insta, que sur un Facebook. Donc, ces agents-là vont s'adapter et produire des contenus qui s'adaptent directement aux plateformes. Et si je tire le fil, on va produire également tout ce qui est asset, donc tout ce qui va être image, tout ce qui va être vidéo, aussi avec selon cas humain ou assisté par intelligence avec par exemple Nano Banana Pro ou autre. Et la dernière étape qui est le monitoring. Donc, je vous ai parlé de ces différentes expertises, potentiellement de différents outils qu'on va utiliser aussi, qui vont être spécialisés dans chacune de ces tâches. Et l'intérêt, c'est de pouvoir tirer des conclusions, de pouvoir agir, de pouvoir suivre. Et pour cela, avoir un reporting qui est qu'un reporting SEO, OK, mais on risque de passer à côté de certaines choses. Un reporting seulement géo, OK, mais idem, on risque de passer à côté de certaines choses et on l'a vu dans la matrice de visibilité, le croisement est super important. Donc, on va croiser à la fois les intentions, les volumes de recherche, les mots-clés, les opportunités, avec d'un autre côté, à quel point on est cité, à quel point on est mentionné, les narratifs qui sont utilisés, les sources qui sont utilisées dans les réponses et le social listening, l'écoute du web, les conversations, les signaux faibles, les tendances. Et tout cela, on va l'intégrer dans un même rapport qui va être centralisé et qui va nous permettre de piloter la stratégie en temps réel et pas simplement de reporter. Parce qu'il peut y avoir des biais, on peut avoir des conversations sociales qui vont exploser, mais en fait, on va pas avoir de grandes différences côté Google, côté volume de recherche, et c'est ce qu'on va appeler une bulle conversationnelle. On va avoir du content void, donc là, c'est où on a des recherches qui explosent, mais on n'a pas de contenu pour y répondre. Donc là, il faut profiter de la tendance, il faut aller créer du contenu, il faut aller être
faut être présent pour répondre à cette tendance. Et on a la distorsion narrative, donc là, on est sur tout ce qu'on ne maîtrise pas et parfois des erreurs, des hallucinations que les IA peuvent générer. Et donc là, c'est pour voir un petit peu quelles sont les sources qui génèrent cette distorsion et essayer de reprendre la main aussi de notre côté. Merci pour cette méthodologie très complète. Vous l'aurez compris, il y a 3 principaux points de l'approche qui nous semblent importants à avoir, le tout en un. Casser ces silos, avoir cette vue complète de l'écosystème va aussi bien sur cette partie audit, social listening, la production, donc cette mise en place notamment ou des High Content Factory ou de Factory en tous les cas pour produire ce contenu, la localisation, son déploiement et le fait de monitorer l'ensemble. Un seul partenaire, c'est la force de DataWords qui va vous permettre d'aller de l'intention, de ce bottom-up, à la création des contenus qui vont y répondre. Donc, on va dire un bénéfice de DataWords, c'est de permettre d'aller 3 fois plus vite sur le time to market de ce type de contenu. L'intelligence sociale, c'est vraiment un des points qui différencie cette méthode de beaucoup d'autres qu'on a pu voir. Le fait de monitorer ce qui se passe en open web avec une vraie profondeur sur la recherche qui va aller nous permettre de comprendre ce que les nuances d'une région ou d'une autre vont amener des nuances par plateforme. C'est ça qui va vous permettre d'avoir cette pertinence dans le message et d'avoir aussi un coup d'avance sur les trends qui sortiront. Enfin, la partie, on va dire, globale et localisation de ce contenu. Avoir une stratégie globale sans avoir la bonne gestion au niveau local va vous rendre visible dans un marché, mais pas partout. Alors aujourd'hui, on voit trop souvent des stratégies qui sont très fortes sur un marché, mais qui ont du mal à exister sur l'international. Et forcément, l'ensemble de cette méthode va vous permettre aussi de réduire les coûts de production que vous aurez, puisque vous éviterez de faire et refaire systématiquement. En conclusion, il y a une urgence à agir, oui, certainement, puisque c'est déjà là aujourd'hui. Si vous n'agissez pas rapidement, il y aura une absence de visibilité qui peut derrière engendrer une absence, on va dire, de présence sur un vrai canal d'achat qui est déjà présent aujourd'hui, mais qui va ne faire que s'amplifier dans le futur. C'est maintenant le moment des questions. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et je regarde en direct vos questions pour pouvoir y répondre. Une première question pour vous. Quelle est la différence entre le SEO et l'AIO ou GEO, comme on l'appelle ou on l'entend parfois? Ok, j'y vais. Pas tant que ça, j'ai envie de dire. Les critères, du moment qu'on fait un bon SEO, qu'on travaille bien, qu'on travaille bien ses contenus, les guidelines, elles ne sont pas réellement nouvelles. Travailler sur un format conversationnel, question-réponse, on en parle depuis des années, notamment quand il y avait la position 0, où directement c'était ce qu'il fallait faire, répondre à la question le plus haut possible, travailler avec des tableaux, travailler avec une table des matières, travailler avec des données structurées. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'on faisait avant. C'est surtout quelque chose qui devient de plus en plus important et aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça. Autre point, où là, encore un point commun, c'est la technologie. Dans le passé, l'expert SEO, dès qu'on voyait un site qui était développé en JavaScript, sur du Angular, sur du Vue.js, sur du Next.js, on avait les poils qui s'hérissaient, on se disait Google ne va pas réussir à crawler le site, il ne va pas réussir à l'indexer, ce qui était souvent le cas lorsque ce n'est pas développé correctement en server-side, etc. Depuis, Google a fait de gros progrès, mais bon, c'est toujours quelque chose où on doit être vigilant. Aujourd'hui, les IA, on retourne à la case départ. Les IA ne comprennent pas le JavaScript, etc. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut revenir un petit peu aux bases. Et ensuite, dans ce qui diffère,
j'ai envie de dire, peut-être l'approche du contenu où va falloir un petit peu forcer le trait pour être davantage repris par les IA et surtout travailler en dehors de son site internet. Là, on focus vraiment sur le classique, la base qui est notre site, notre vitrine, mais derrière, on le voit sur des prompts, sur des questions. Ben, notre site internet n'est pas forcément, le site des marques tout court n'est pas forcément utilisé dans la réponse. Ça va être des blogs, ça va être des sites médias, ça va être des sites de presse. Donc, il est important aujourd'hui, plus qu'avant, d'aller travailler avec l'équipe RP, travailler ses communications, travailler ses relations presse, aller travailler son contenu au-delà de son site web, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit justement sur ses sites médias, sur ses sites de presse, pour augmenter les chances d'être visible plus globalement et de manière beaucoup plus large. Donc, on passe d'un spectre qui est vraiment focus site web à un spectre qui est focus web. Ouais, je pense que la différence fondamentale, finalement, elle réside dans les comportements utilisateurs. Avant, on optimisait le SEO, optimisait pour le site, puisque, comme vous l'avez dit, le parcours était assez linéaire. Aujourd'hui, le parcours étant fragmenté, il est important d'optimiser l'ensemble des touchpoints auxquels l'utilisateur est amené dans sa consumer de journée. Le SEO, c'était le Search Engine Optimization, et IO, c'est l'AI Optimization. Et du coup, la différence, c'est vraiment dans le comportement. On n'optimise pas un seul touchpoint, on optimise une multiplicité de touchpoints. Et d'ailleurs, AIO, ça peut être considéré comme le GEO, Generative Engine Optimization. Alors, une question qui revient, et tu l'as évoqué, Jonathan. Comment on construit les prompts qui nous semblent pertinents et qui seront pertinents pour une marque afin d'analyser la présence? Alors, il y a pas mal d'outils qui génèrent automatiquement des prompts et qui nous proposent des prompts, mais on voit que c'est pas forcément pertinent. Donc comment on va les générer? On va les générer de manière humaine. On va aller s'appuyer sur une étude de mots-clés et regarder quelles sont les problématiques des clients, quelles sont les problématiques des consommateurs et aller regarder quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés et construire des questions autour de ces mots-clés. Si ces mots-clés sont tapés dans Google, ils sont forcément tapés ailleurs. Et donc, construire des questions, construire des pools de questions autour d'une thématique pour avoir des questions qui vont être les plus recherchées par les internautes. Et c'est aussi de cette façon que certains outils nous disent que tel prompt est recherché tant de fois. Ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Il n'y a aucun LLM qui nous donne cette information. On n'est pas comme sur Google où on a le Keyword Planner qui va nous donner des volumes de recherche ou un SEMrush ou autre. Mais comment ils vont faire? Ils vont prendre les mots-clés que compose la question et ils vont essayer de définir un volume de recherche. Et c'est aussi ce qu'on fait. Et on a aussi les questions comme on le travaillait avant avec d'autres outils comme Answer the Public, comme SEMrush, comme Ahref, etc., qui ont aussi des rubriques éditoriales où on peut aussi aller chercher des questions là-dessus. On peut aussi s'appuyer sur les LLM en les questionnant pour avoir les questions qui, selon eux, les plus recherchées. Donc, on va agréger en fait des données de plusieurs outils, nos données à nous humaines, et définir les questions qui, pour nous, sont les plus recherchées. Et j'ajouterais à ce que vient de dire John aussi cette notion dont on parle, qui est le social listening, puisque c'est une mine d'informations hyper importante, notamment Reddit. Des questions sont posées, ces questions, elles émanent pas de l'IA, elles émanent de l'humain, et c'est l'agrégation entre ces mots-clés, ces réelles conversations, pour définir ce qu'un humain va rechercher dans un outil IA. Et c'est bien cette complémentarité entre le savoir-faire humain et l'IA qui va nous aider à générer aussi ces prompts pour avoir la meilleure version utilisateur de ce qui est recherché, pour pouvoir créer du contenu qui réponde à ses besoins et potentiellement à ces opportunités que vous aurez pu identifier dans des Reddit, dans d'autres forums de discussion, dans des sites d'avis qui remettent parfois en question vos produits, votre marque, et c'est primordial pour adresser votre brand equity et avoir vraiment une brand equity qui tienne la route. Tu le mentionnais, Jonathan, tu parlais d'outils.
Est-ce qu'il y a un outil magique, un bouton magique sur lequel on peut appuyer pour avoir l'analyse et savoir quelle stratégie adopter? On aimerait. Sinon, on ne serait pas là. Non, 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 il n'y a pas d'outil magique. Même sur des outils de monitoring, on en parlait, il n'y a pas d'outil qui va à la fois monitorer correctement les données SEO, correctement les données géo, correctement les données social listening, de social media, etc. Donc, on s'appuie sur les meilleurs outils pour chacun de ces piliers. Et derrière, c'est le reporting agrégé qui va servir de base. On a certains outils comme SEMrush qui ont sorti il n'y a pas si longtemps, SEMrush One, qui essaye de travailler à la fois sur du SEO, à la fois sur du GEO, qui marche très bien. Maintenant, c'est un outil qui peut vite devenir cher dès qu'on va avoir des études sur le monde entier, dès qu'on va travailler avec plusieurs marques, etc. Et sur l'analyse, non, on va pouvoir s'appuyer sur un ChatGPT, on va pouvoir s'appuyer sur un Claude pour digérer un volume de données qui est énorme, mais derrière, voilà, il faut toujours avoir l'œil, toujours corriger, toujours le guider et ajouter cette expertise humaine qui va changer tout. Et en plus, il n'est pas rare non plus que les analyses soient fausses ou qu'il y ait un raccourci qui est trop court pour le coup. Donc non, à date, pas d'outil magique et heureusement, parce que sinon, ça ne servira à rien. Une autre question qui est sur l'image d'une marque. Comment peut-on, est-ce qu'il y a une méthode éprouvée pour influencer l'IA et lui faire, on va dire, modifier l'image qu'elle a d'une marque? Est-ce que on peut forcer l'IA à changer le discours sur une marque? Tu veux que j'y aille ? Ok. On peut manipuler les IA, oui. Il y a eu des études qui ont été présentées dans divers séminaires où ils donnaient l'exemple de quelle est la pizza préférée des Français et on a voulu faire ressortir que c'était la pizza à l'ananas. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par une autre agence, mais effectivement, ça a fonctionné. Ça fonctionne temporairement, mais ça a fonctionné et donc l'IA est manipulable. Maintenant, l'IA est mise à jour fréquemment. Voilà, il y a des choses qui marchent maintenant qui ne marcheront pas demain. Maintenant, ce qui est important, c'est de réagir, aller regarder pourquoi l'IA dit quelque chose de nous en bien ou en mal, mais pour le coup, surtout en mal, et voir comment on peut agir, comment on peut déployer des contenus qui vont peut-être changer la perception de l'IA, répondre aux contenus négatifs. On va peut-être aussi voilà, essayer de contacter des sites où on voit que les concurrents sont cités, mais pas notre marque, pas notre client. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible d'ajouter notre marque à ce listing? De toute manière, c'est une source qui est déjà reprise par les IA, qui sera reprise par les IA. Et là, on l'a vu, le fait de mettre à jour une source qui est utilisée par les IA, la mise à jour est très rapide. En 24-48 heures, on peut apparaître dans la réponse. Donc, manipuler les IA, oui, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire parce qu'on arrive vite dans des techniques qui sont un peu black et pas forcément white, mais agir intelligemment avec des petites touches stratégiques, oui, ça peut nous permettre de changer la vision, effectivement. On l'a vu tout à l'heure sur un des cas clients, Alibaba a réussi à se positionner en numéro 2 des citations sur un secteur d'activité qui n'est pas le sien, puisqu'on parlait de l'horlogerie de luxe. Et cette manipulation, elle a réussi à la faire par une connaissance approfondie de comment l'IA va remonter du contenu, et notamment par rapport à la profondeur du contenu. Donc aujourd'hui, pour manipuler, mais manipuler intelligemment, c'est la structuration de vos contenus qui va faire la différence et aussi l'autorité de votre écosystème digital. Et encore une fois, être capable d'adresser l'ensemble de vos problématiques sur l'ensemble des touchpoints. Et ça veut dire être capable de casser ces silos, encore une fois, pour avoir la réponse la plus globale. Merger votre stratégie PR, merger votre stratégie de contenu offline, merger votre stratégie digitale
pour que l'IA remonte les réponses comme la référence sur le sujet. Ce n'est pas une manipulation au sens premier du terme, mais si on suit les bonnes pratiques, on est capable d'influencer l'IA plutôt que de la manipuler. Une dernière question avant de clôturer ce webinaire. On a mentionné plus tôt dans le webinaire Reddit comme étant une plateforme souvent citée et de plus en plus présente. Qu'est-ce que les marques ou comment elles doivent se positionner vis-à-vis de Reddit? Est-ce qu'elles doivent essayer de l'alimenter en contenu? Est-ce qu'elles doivent en rester loin? Et quelle est la recommandation là-dessus? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, dans les discussions que j'ai pu avoir avec Reddit, ce qu'ils essayent de nous vendre, c'est du média. C'est du média hyper ciblé, hyper targeté sur des subreddits pour influencer le choix des utilisateurs. Maintenant, Reddit, c'est une plateforme d'utilisateurs. Et si il y a de l'ingérence de la part des marques, vous pouvez finalement entrer dans un espèce de bad buzz parce que les utilisateurs ne souhaitent pas finalement que les marques interviennent. Donc aujourd'hui, il faut y aller, je pense, step by step, agir en qualité d'expert qui représente une marque, mais pas une marque en tant que telle, en tout cas pas aujourd'hui. Et encore une fois, quand on pose la question à Reddit, la réponse est faites du média et on verra pour le reste ensuite. Et puis j'ajouterais que il y a les basiques aussi. Une marque peut aussi vérifier est-ce qu'elle a son propre subreddit. Ça, souvent, on se pose les questions, mais déjà le b.a.-ba d'avoir comme un nom de domaine qu'on va réserver, on peut aussi réserver son subreddit et je vous invite à le faire très vite. Pourquoi? Parce que du coup, on est en possession et on peut le modérer. Donc, les internautes qui vont vouloir s'exprimer autour de la marque, naturellement, vont chercher un subreddit, vont aller s'exprimer dedans et on s'exprime dans un environnement du coup sur lequel on a la main. On peut le modérer, on en a la gestion et on peut se référencer aussi dessus. Donc déjà aussi avoir les basiques et les bons réflexes dès le début sur cette plateforme. Eh bien, merci pour vos réponses. Pour les autres questions, on va vous inviter à venir compléter et à approfondir les conversations ultérieurement. Nous arrivons en fin de ce webinaire. Un grand merci pour votre présence. Merci à vous deux. Ici, un QR code pour prolonger ces échanges avec nos équipes. N'hésitez pas. On reste à disposition et ravis de prolonger tous les échanges autour du Global Search. Merci. À bientôt.